Bonjour, bienvenue pour ce deuxième plateau de Biomime Expo, édition spéciale, ici à Marseille, chez Rougerie Tangram, à l'occasion du Congrès mondial de la nature de l'UICN. Et quelle chance, quel bonheur, nous allons parler, vous savez quoi ? D'innovation bio-inspirée. La nature nous inspire, c'est notre leitmotiv évidemment. On a vraiment la chance de pouvoir rentrer concrètement dans le sujet avec 4 super intervenants experts de la question. Vous allez probablement être aussi surpris par les travaux de recherche qui sont menés ici et pas loin, ici région Sud et pas loin à côté. On a donc la chance de recevoir à ma droite Mathilde Clément de l'entreprise Mycophyto, responsable recherche et développement. Bonjour à tous, merci Bonjour de nous Mathilde. recevoir. Merci d'être là. À ma gauche, Claire Le Sieur du CNRS. Merci Claire d'être là. Bonjour, merci. Et qui nous parlera de l'intérêt de la diversité dans la vie. Voilà, j'en dis pas plus. Alessandro Cozzi, et merci beaucoup d'être là, directeur général du laboratoire IRCEA. Merci beaucoup, bonjour à tous. Nous parlerons communication chimique entre nous et entre les espèces vivantes. Et merci beaucoup Jean-Marc Linares de l'Université Aix-Marseille CNRS d'être là également. Merci. Merci. On va dialoguer. Vous avez plein de choses passionnantes à nous raconter, mais on va aussi dialoguer. Donc n'hésitez pas à rebondir sur les propos des uns et des autres, à interpeller pour essayer d'en savoir plus. Vous êtes des chercheurs, vous avez toujours envie, besoin de creuser les sujets, donc n'hésitez pas. Mais je veux bien qu'on commence avec vous, Mathilde, d'abord parce que en tant qu'entreprise start-up régionale de l'étape, Mycophyto, parce que ça fait du bien de nous rappeler à travers Mycophyto à quel point justement nous avons besoin d'échanger pour créer de la vie. Et donc on va parler de quelque chose qu'on connaît probablement mais qu'on n'est pas forcément très précisément capable de décrire, qui s'appelle la mycorhize ou les champignons mycorhiziens. Cette espèce d'étage dans la vie qui fait que des organismes font des deals, échangent des choses diverses et variées, et les échanges créent la vie, et la vie a besoin d'échanges. Donc merci de nous rappeler un petit peu ce que sont ces champignons mycorhiziens, ce que fait Mycophyto, et un petit peu les domaines d'application dans lesquels vous vous développez. Et au passage, rappelez-nous aussi un peu d'où vous venez pour avoir rejoint cette aventure Mycophyto. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, les champignons mycorhiziens, ce sont tout d'abord des êtres microscopiques. On a entendu parler sur le plateau précédent de tardigrades. Donc là aussi, on est à l'échelle du microscopique. C'est des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et pourtant, on gratterait là, encore une fois, entre les pavés ou dans le petit jardin derrière nous, on en trouverait dans les sols. Ce sont des champignons qui sont capables de rentrer en symbiose avec les plantes. Il faut savoir que 80% des plantes terrestres sont capables d'établir une symbiose avec ces champignons. Pourquoi établir cette symbiose ? En fait, la symbiose, vraiment la mycorhize, de myco-champignons et rhize-racines, l'association entre ces champignons et ces racines est ultra bénéfique pour les plantes. Ça va les aider à mieux se nourrir, à mieux se développer, à lutter contre des pathogènes qui soient aériens ou du sol. Donc c'est vraiment une symbiose. Pourquoi ? Parce que la plante en bénéficie, mais le champignon en retour reçoit des nutriments de la plante. Donc on est vraiment dans la symbiose. C'est parfait, me direz-vous, mais comment ça se fait que ces champignons si importants soient si peu utilisés, soient si peu connus ? En fait, il y a à peu près 300 espèces reconnues de ces champignons. Ils ont été malheureusement malmenés par des décennies d'agriculture un peu trop intensive, un peu trop mécanisée, un peu trop avec beaucoup d'intrants chimiques. Donc forcément, ils ont été mis en retrait, mais ils sont là, dans les sols, et ils attendent un meilleur jour. Exactement. Ils ont été malmenés physiquement, c'est-à-dire détruits physiquement ou chimiquement, ou les deux ? Alors, malheureusement les deux, parce qu'ils se développent au niveau donc, du sol en formant un réseau très très fin de mycélium. Et donc, dès qu'on va labourer trop profondément le sol, on va casser ces réseaux de champignons. Donc là, ils vont disparaître de manière physique. Et malheureusement, on les attaque aussi de manière chimique, car vous le savez, les fongicides sont extrêmement utilisés encore aujourd'hui en agriculture. Des champignons, il y en a des pathogènes, mais malheureusement, il y en a des
des très bons pour la santé des plantes et pour notre santé à nous. Et donc, on attaque ces champignons qui, normalement, auraient dû rester dans le sol et être bénéfiques pour la plante. C'est-à-dire que les traitements actuels, après on va parler de choses plus positives, mais ne font pas le tri. C'est-à-dire que exactement. C'est exactement ce qui se passe quand on va avoir un traitement antibiotique. On va se débarrasser d'une mauvaise bactérie pour nous, mais on le sait, notre flore intestinale va aussi être largement dégradée par cet traitement antibiotique. Malheureusement, tous les traitements ne sont pas ultra ciblés et au passage, on tue ces champignons qui sont ultra bénéfiques. Est-ce qu'ils peuvent se restaurer tout seuls ou est-ce qu'il faut les réintroduire ? Alors, il faut savoir que qui dit champignons symbiotiques, ceux-là sont particuliers car ce sont des symbiotes obligatoires. Ça veut dire quoi ? Ils ne peuvent pas se développer sans le partenaire plante. Ils sont capables de rester à l'état de latence dans le sol, sous une forme de réserve, de spore, en attendant, comme vous le disiez, des jours meilleurs. Et là, ils vont pouvoir germer, rencontrer un partenaire et se développer. Ils ne peuvent pas vraiment se multiplier seuls, comme certaines bactéries symbiotiques, elles sont capables de le faire. Donc, il lui faut son partenaire. Et nous, ce qu'on a pu montrer au sein de Mycophyto, c'est qu'on est capable, en fait, d'aller récupérer ces champignons dans le sol, de les multiplier et de les réintroduire dans le sol et d'améliorer, en fait, une biodiversité qui avait été vraiment malmenée. On va revenir vers vous, et notamment avec quelques diapos et un extrait de film dans une minute. Mais je voudrais une réaction sur ma gauche de qui veut, parce que je pense que Alessandro notamment, mais Claire aussi, Jean-Marc bien sûr, ces histoires d'interaction vitale, c'est aussi votre quotidien. Oui, du coup, voilà, si je peux intervenir, je trouvais vraiment très intéressant l'approche et ça fait un peu partie aussi de ce que nous étudions parce que c'est vrai que, et je pense qu'on rentre tout de suite du coup dans le biomimétisme et dans la thématique du plateau télé, parce que l'effet, par exemple, quand vous parliez de colonies bactériennes qui peuvent se développer ou pas, et le fait qu'un traitement extérieur fasse pas la différence entre ceux qui peuvent se développer ou pas, c'est vraiment la source aussi de nos travaux de recherche sur la communication chimique, les échanges chimiques entre aussi ces micro-organismes. Et c'est très intéressant parce que si on observe du coup la nature et on a une approche plus en écoute de ces populations microscopiques donc qu'on n'arrive pas à voir mais qui sont là, qui existent, qui ont leur vie, leur échange, on peut vraiment voir quelles sont leurs stratégies pour se développer, pour être en symbiose avec d'autres, dans ces cas-là, des végétaux. Et c'est là qu'en reproduisant leurs mécanismes, on peut être plus en contact avec la nature et trouver des solutions plus efficaces. Parce qu'à la fin, c'est ça aussi. Les problèmes de certains traitements aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent avoir une efficacité immédiate, mais avec nos yeux et avec une limitation totale. Par contre, quand on écoute et on observe, et là, bon, moi je suis éthologue à la base, je suis vétérinaire, et du coup, c'est grâce à l'observation. Moi, je le fais un peu plus sur les mammifères, mais on a des départements dans notre institut qui étudient les insectes, l'entomologie et les acariens, donc les invertébrés. On comprend les stratégies de la nature, et c'est là qu'en copiant, entre guillemets, la nature, on trouve des solutions efficaces et éco-soutenables. C'est-à-dire en recréant alors l'éthologie, l'étude du comportement, et la sémiochimie, l'étude de la communication chimique. Oui, sémiochimie, les sémiochimiques, donc cette famille de molécules volatiles, ça vient du grec séméion, c'est signe, signal, et chimie, bon, l'art de la transformation. Donc, et c'est vrai que si on compare l'étymologie du mot, on comprend que ces familles de molécules permettent vraiment de comprendre les signaux de la nature et comment ces signaux sont utilisés par les différents êtres vivants, qu'ils soient des vertébrés ou des invertébrés. Donc, c'est vraiment une approche ubiquitaire. Et je crois que de plus en plus, et maintenant la société prête plus attention à ça, et c'est très bien, je trouve, c'est en écoutant le milieu dans lequel nous vivons que nous pouvons aller à trouver des traitements qui sont vraiment efficaces et intéressants. Après, peut-être dans la suite, peut-être on parlera des exemples concrets, mais je crois que le message qu'a déjà donné aussi la collègue, c'était très intéressant parce que seulement si on regarde et on écoute aussi des choses qui
ça, pour Si nos on sens, écoute, alors je ne sais pas si cette communication chimique fait beaucoup de bruit, mais on en parlera aussi tout à l'heure avec notamment des plongeurs, avec Morgan Bourkis qui, quand il plonge, écoute la vie. Alors je ne sais pas si vous avez des micros particuliers ou des outils particuliers pour écouter cette communication chimique. Claire Le Sieur ou Jean-Marc Linares, si vous voulez réagir. Bon, juste moi, ce que je peux dire, hein, c'est en fait sur la Terre, il y a plusieurs règnes. Hein. Les biologistes ont classé tous les êtres vivants avec un grand H, un grand V, excusez-moi, un être vivant. Donc le règne animal, les plantes, les champignons, les bactéries. Après on descend. Et effectivement, la recherche en biorespiration, en fait, a beaucoup été axée sur les animaux, sur le règne animal. Et on attaque maintenant, il y a des choses qui se font sur les plantes, par exemple, comment une feuille va s'orienter en fonction du flux lumineux. Donc il y a des systèmes mécaniques à l'intérieur qui permettent de faire tourner la feuille. Et après, effectivement, pour vous, madame, effectivement, les champignons, c'est quelque chose où vous êtes un novateur, puisque c'est quelque chose qui a été, pour moi, mécanicien, très peu fouillé. Et je pense qu'encore le règne des bactéries encore peut nous amener encore beaucoup d'informations et de connaissances. Il y a de la mécanique dans le vivant à tous les Oui. étages, c'est ça que vous êtes en train de dire. C'est pas que des gros principes. Alors, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'échelle avec laquelle on regarde la nature. Hein, alors, on peut le regarder à l'échelle atomique. Hein, donc là, on n'y est pas aujourd'hui. On peut regarder. On a des systèmes de mesure, des microscopes, ainsi de suite. On peut les regarder, mais on peut pas le fabriquer. On peut le fabriquer, mais très difficilement en laboratoire. Après, on a l'échelle l'échelle nanométrique, excusez-moi, au niveau. Après, on a l'échelle micrométrique et l'échelle nanométrique. Et aujourd'hui, à peu près 80% de nos recherches, pour nous en méca, sont dans le macro-échelle. Macro-échelle. C'est-à-dire on est au millimètre. Tandis qu'au niveau atomique, on est à quelques nanomètres. Mais parce qu'il faut aussi être en capacité de faire, de reproduire, de fabriquer. C'est aussi un des enjeux du biomimétisme aujourd'hui, c'est-à-dire passer de l'observation à la capacité à répliquer ce qu'on a pu comprendre et observer. Et juste pour finir, avant de donner la parole à quelqu'un, c'est surtout l'apport de la fabrication additive qui nous a permis de faire ça. Parce que la fabrication additive, en fait, elle décorrèle le coût de la pièce de sa complexité. C'est-à-dire sur le fait avec les technologies d'usinage 5 axes, tout ce qu'on connaît dans l'industrie, la fonderie, tout ça, dès que vous complexifiez un peu la géométrie, le coût augmente de manière exponentielle. On va revenir vers vous, Jean-Marc, sur notamment, on va parler avec vous de structures osseuses et de tout un tas de choses étonnantes. Claire Le Sieur, sur ces interactions, vous y connaissez en interaction protéinique ou... Moi, j'aurais plutôt deux questions, en fait, par rapport à ce que tu as dit, Mathilde. Donc, au début, tu expliques que ces plantes ont besoin de ces champignons. Et du coup, l'utilisation des fongicides qui les détruit, est-ce que ça n'a pas un impact direct sur la survie de la plante? Et du coup, est-ce que c'est si bénéfique d'utiliser ces fongicides? Est-ce qu'il y a eu des comparaisons de culture avec et sans pour voir sur le long terme? Alors, on est arrivé à un point où l'agriculture est devenue très chimique. Ça, c'est un constat. C'est le choix qu'on a fait. Et là, ce choix n'est plus acceptable. On a le plan Ecophyto qui va nous demander de baisser de 50% les chimiques sur les cultures. On est au pied du mur. On est au pied du mur. On a le choix d'une agriculture ultra chimique qui n'est plus acceptée par le consommateur, qui n'est plus acceptable au niveau environnement. Donc il faut trouver des solutions. Par contre, on ne peut pas arriver, nous, aujourd'hui, en tant que start-up, Mycophyto, dire voilà, tout ce que vous faites là, ça ne va pas du tout. Nous, on a la super solution, vous allez voir, ça marche super bien, mais il faut tout changer. On ne peut pas arriver comme ça, parce que le chemin serait trop compliqué à faire pour l'agriculteur qui a déjà tout un itinéraire de culture mis en place. Donc nous, on a fait le choix chez Mycophyto d'avoir une partie information, d'avoir une partie formation, d'avoir une partie suivi, d'expliquer et de montrer qu'en fait, effectivement, si on réduit tel ou tel produit et qu'on met en place un système de mycorhisation, ça marche et on maintient le rendement, voire on a des meilleurs rendements. Mais on ne peut pas arriver bille en tête en disant là, tout ce que vous faites, ça ne va pas. Parce qu'il faut comprendre aussi que cette agriculture, elle a été subventionnée et qu'elle l'est encore de cette façon.
Donc on a dit aux agriculteurs, il faut faire comme ça. Donc il y a tout un passage vraiment d'informations à faire. Et c'est ça aussi, c'est pour ça que Mycophyto a vu le jour. Mycophyto a vu le jour en 2017 avec la fondatrice Justine Ipema, qui est biologiste et microbiologiste de formation, qui s'est dit, on a énormément de données, d'informations, de recherches qui ont été faites dans nos laboratoires. Il faut que ces recherches sortent et soient appliquées demain à l'agriculture qui en a besoin. Je propose qu'on regarde l'extrait d'une petite vidéo juste avant de la lancer. Je rappelle quand même que, évidemment, l'agriculture est un enjeu colossal, mais que les domaines d'application, notamment de Mycophyto, ne sont pas du tout limités au domaine agricole. Il y a plein d'autres secteurs d'activité qui cultivent pour extraire du vivant un certain nombre de molécules, de plantes, etc. Pas uniquement pour faire de l'alimentaire, et ça fait notamment partie des grands domaines d'application à court, moyen terme et actuel de Mycophyto. Il y a beaucoup de choses à faire en matière d'agriculture. Ils le savent souvent, mais effectivement, ils sont aussi souvent bloqués par des principes économiques, des obligations de rendement, et puis Mycophyto ne peut pas non plus forcément demain matin avoir les ressources en volume pour faire, etc. Je propose justement, vous avez parlé de Justine Ipema, on va la voir en image, on regarde 1 minute 30 de cet extrait vidéo, si c'est possible, et on revient vers vous. En 2015, lors de mon doctorat sur les interactions bénéfiques entre les plantes et les micro-organismes du sol, je découvre qu'il existe une manne incroyable de connaissances sur les mycorhizes, mais que cette connaissance n'est que trop peu accessible au monde agricole. Certains champignons microscopiques du sol ont la capacité de réaliser une symbiose, association à bénéfice mutuel, avec plus de 80% des plantes terrestres. Cette mycorhisation a la capacité d'augmenter la croissance, la vitalité et le rendement. Ici, nous réalisons la phase d'audit de sol qui commence par des prélèvements de terre sur le terrain. Et on identifiera ensuite au laboratoire les champignons mycorhiziens qui sont présents dans ce sol. Là, Benjamin a réalisé une coloration spécifique qui nous permet de mettre en évidence les différentes structures du champignon mycorhizien qui se greffent autour de la racine. On a ici la racine de la plante qu'on reconnaît avec cette enfilade de cellules qui représentent l'épiderme de la racine. Et on voit ces petits fils bleus qui sont en fait les ifs du champignon mycorhizien qui s'est développé à l'intérieur et à l'extérieur de la racine. Là, Joël est en train de déposer sur gel d'agarose un produit d'amplification PCR. Donc en fait, on a amplifié un petit bout de l'ADN du génome de nos champignons mycorhiziens qui vont nous permettre d'identifier au niveau moléculaire nos champignons mycorhiziens. Merci beaucoup. Peut-être un commentaire additionnel, Delphine, sur Mathilde, pardon, sur les phases de développement de Mycophyto aujourd'hui, là où c'est expérimenté ou appliqué. Et puis ensuite, je voudrais qu'on revienne vers l'IRCEA, vers vous, Alessandro, pour que nous développions un peu avec vous cette bio-inspiration de cette communication chimique et savoir un peu plus ce sur quoi vous travaillez. Alors du coup, Mycophyto forcément a une phase de développement importante. Cette phase de développement est largement soutenue par de nombreux programmes d'innovation, notamment par BPI France, dans le cadre d'un programme iLab, d'un programme Innov, d'un programme ADD, Aide au développement Deep Tech. Donc on est vraiment largement soutenu pour développer vraiment cette innovation. Malgré tout, Mycophyto a fait le choix dès le départ de prospecter, chercher des clients et commencer à vendre cette solution qui est encore à l'étape de R&D. Et on a tout de suite trouvé un nombre incalculable d'oreilles attentives parce qu'ils se sont dit c'est maintenant qu'il faut qu'on commence à s'intéresser à tout ça. Et ils ont été prêts à investir, en fait, à payer vraiment un programme de R&D pour vérifier si finalement cette solution, bien que pas complètement industrialisée, pas complètement finalisée, pouvait leur apporter un plus au niveau de leur production. Juste pour préciser un chouïa,
ces oreilles attentives, c'est plutôt la sphère publique d'accompagnement de l'innovation, comme vous l'avez cité, et ou aussi des acteurs économiques qui trouvent là probablement une solution à un certain nombre d'enjeux qui sont devant eux. Alors aujourd'hui, on a plus de 20 contrats signés avec des industriels. En majeure partie, nos clients, ce sont des producteurs de ce qu'on appelle PPAM, plantes à parfum aromatiques et médicinales. On a énormément, une majorité de contrats aussi sur vignes. La viticulture est en recherche vraiment de solutions alternatives. Et on a maintenant plusieurs contrats avec des collectivités parce que les collectivités passent de plus en plus en zéro phyto. Et donc cherchent des solutions pour leur parc, leur jardin, leur square. On a notamment un joli contrat avec la mairie d'Alès qui veut tester la mycorhisation sur l'implantation d'arbres d'alignement. Parce que ces pauvres arbres, ils sont plantés dans 1 mètre cube de gravat souvent et ils ont du mal à s'enraciner. S'ils ont du mal à s'enraciner, c'est des chutes potentielles d'arbres. Donc on a un contrat avec eux pour montrer que la mycorhisation, en stimulant la croissance de la racine, va favoriser l'ancrage de ces arbres et limiter les chutes. Donc il y a vraiment un domaine d'application vraiment très vaste. D'accord, merci beaucoup. On reviendra vers vous. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'innovations bio-inspirées dans le domaine des alternatives aux produits phytosanitaires et pesticides. J'aurais cité M2I par exemple ou Cearitis qui sont sur des approches parallèles, on va dire, pas forcément similaires, mais cette idée de cette capacité à s'inspirer des interactions chimiques qui existent pour justement produire à peu près le même bénéfice fonctionnel, mais en limitant les intrants chimiques. Alors, je veux bien qu'on vienne vers vous, Alessandro, pour que peut-être vous nous décriviez 2-3 projets d'innovation bio-inspirés issus de vos travaux de recherche. Oui, d'accord. Je voulais juste dire 2 mots sur comment est né ce projet ELIRCA. Ça fait 25 ans maintenant qu'il existe et c'est grâce au fondateur de l'Institut de recherche, le professeur Patrick Paja, qui, à mon avis, a été génial dans la solution qu'il a commencé à développer, ça fait 25 ans. Et je voulais dire ça parce que je pense que ça explique justement, et on rentre bien dans le thème du biomimétisme, parce que lui, il est vétérinaire et il a fait un doctorat en entomologie. Donc, il a étudié pendant son doctorat les interactions chimiques dans le monde des insectes. Et après, avec l'école vétérinaire, il est le père fondateur de la médecine comportementale vétérinaire, donc de tout ce qui sont les pathologies du comportement. Ça peut être lié à la communication ou des vraies pathologies du comportement dans le monde animal. Cela lui a permis d'observer du coup les comportements des animaux, en particulier le début, ça a été les chats. Peut-être, du coup, ça c'est déjà un projet dont je peux dire quelques mots. Et pourquoi ? Parce que lui, il avait des cas de chats qui, comme vous savez, vivaient dans des maisons et marquaient partout avec l'urine. Donc c'est un comportement qu'on considère inapproprié, qu'on ne peut pas accepter, parce que s'il y a de l'urine partout dans la maison, ce n'est pas agréable. Mais il faut comprendre que pour les chats, souvent c'est le marquage, c'est leur langage, c'est la façon de dire je suis là, comme les griffades sur un canapé. Et souvent avec des méthodes coercitives, on va couper un comportement que normalement un animal doit émettre dans un milieu. Donc qu'est-ce qu'il a fait le Dr Paja à l'origine ? Il a commencé à observer et il voyait que où les chats, dans une maison, quand ils étaient à l'aise, ils avaient des postures à l'aise, ils avaient de bonnes relations avec leurs propriétaires, et ils marquaient des endroits dans la maison avec la zone jugale, ces endroits n'étaient jamais marqués avec l'urine. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Simplement, de façon pionniériste, il a commencé à demander aux propriétaires des chats qui avaient ces problèmes, quand ils observaient un chat qui se frottait contre une chaise ou contre un mur ou un meuble dans la maison, de leur passer une compresse de coton et mettre ces compresses, après avoir nettoyé, dans les zones où il y avait du marquage urinaire. Et il a remarqué une diminution du marquage urinaire. Ça, c'était l'origine. Aujourd'hui, ces molécules qui ont été isolées de la zone jugale du chat ont été brevetées. Et c'est un produit qui est vendu par nous aussi. On a des contrats avec des partenaires industriels qui
exploitent après les brevets qu'on développe. Et c'est donc du coup un produit pour le bien-être du chat et du propriétaire aussi, je dirais, parce que quand on améliore la relation homme-animal, pour nos animaux de compagnie, c'est intéressant pour les deux espèces, là aussi, parce qu'il y a un attachement, une relation affective. Après, je parle d'animaux de compagnie, mais on a les mêmes choses pour les animaux de production, pour d'autres problématiques liées à leur bien-être dans le système d'élevage d'aujourd'hui. Et juste pour finir sur le chat, du coup, c'était pour dire que là, ça a été l'observation du comportement, de la physiologie de l'animal, dans un espace, et comprendre, pendant un état émotionnel et physiologique, qu'est-ce que le chat sécrétait à ce moment, qui a donné origine du coup, à l'observation, à la recherche. Et après, aujourd'hui, on utilise des machines qui du coup analysent la gaschromatographie et spectrophotométrie des masses, s'appelle, qui analysent les molécules qui sont présentes dans des sécrétions qui sont sécrétées dans différentes zones anatomiques de toutes les espèces. Donc ça part de l'observation du comportement de l'animal. Et voilà, dans ces cas, et en passant par l'étude de la façon qu'il a d'exprimer ça à travers une communication, en tout cas chimique ou moléculaire d'une certaine manière. C'est-à-dire, là, vous parlez du marquage du territoire. Et si on part d'une autre famille très intéressante de sémiochimie, qui sont on appelle les phéromones maternelles apaisantes, sont des molécules qui ont été identifiées aussi chez la femme, chez du coup, l'être humain, qui sont présents spécifiquement les premières semaines de vie de l'enfant, donc après l'accouchement, et sont sécrétés par les glandes de Montgomery, qui sont des glandes autour du téton, qu'on peut voir. Et ces glandes sécrètent, au moment de la naissance d'un enfant, une sécrétion très particulière, très spécifique, qui a été décrite pas seulement par nous, mais par des auteurs en général, comme apaisante. Et le message de l'attachement. Ce serait le message chimique qui aide je ne sais pas si vous connaissez l'effet kangourou, on parle, l'effet de l'enfant qui recherche un contact et l'explication chimique a été donnée avec cette sécrétion. Ça marche ça? On peut se parfumer avec ça ou pas? Et vous dites comme ça, rigolant, mais effectivement, on est en train d'une phase de dépôt du dispositif médical parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui sont intéressés à développer ce produit parce qu'il a fait l'objet de certaines publications avec un hôpital à Toulon, l'hôpital à Pise pour une équipe de psychiatres, parce qu'ils ont étudié des cas d'utilisation pendant le troubles de sommeil ou des problèmes de séparation. Donc, on suit des cas aux États-Unis sur des enfants autistes, par exemple, qui avec ça, on peut retourner à l'école. Et c'est vrai que là, je reviens au biomimétisme, c'est le thème de la journée. Et qu'est-ce qui a été fait? A été observé, et ce qui était la sécrétion qui, au moment donné, était produite par un individu. On a étudié le moment physiologique et comportemental et la situation et le contexte, et on a essayé de voir, de traduire qu'est-ce que la nature mettait à notre disposition. Et après, dans le procès de préparation d'un analogue synthétique, parce que c'est ça, après les sémiochimies qui existent aujourd'hui, c'est une copie de la nature, on essaie de recréer à d'autres moments, donc pas spécifiquement de l'utilisation de l'adulte dans le cas de la mère, par exemple. Mais par exemple, chez les chiens, cette phéromone est utilisée pour un diffuseur électrique, diffusé dans la maison quand le propriétaire est absent. Et le chien a des troubles liés à la peur, à l'anxiété, et du coup, il y a des vocalisations. Ça peut faire office d'antistress dans ces cas-là. Oui, sont décrits, voilà. Pourquoi probablement, moi, l'application et les explications, c'est lié au fait d'avoir un message rassurant pour un chien qui est adulte, mais qui n'a pas, probablement, pendant son développement, ou un attachement peut-être correct. Souvent, ce sont des problématiques souvent chez les animaux de compagnie. Et du coup, avec ce message, on peut l'aider à se réhabituer. Et là aussi, je pense que c'est intéressant pour le traitement et l'approche de la phéromonothérapie, de la sémiochimie, c'est parce que ce n'est pas un médicament qui soigne une condition. Mais dans ces cas-là, ça permet à l'animal de se sentir plus à l'aise pour to cope, pour faire face aux épreuves de la vie. On a des études publiées par nous, aussi par d'autres équipes aux Pays-Bas, par exemple, qui ont publié sur le cheval, sur l'application de ces phéromones pour des chevaux, qui avaient après des meilleures performances ou des scores
d'intelligence, de tests, de recherche de friandises, d'autres choses. Et c'est pas que le cheval est devenu plus intelligent, mais à travers la mesure aussi de certains paramètres de stress, on voyait un animal qui était plus capable de faire face à une situation. Et du coup, quand on est dans nos conditions optimales pour faire face à un examen, peut-être on réussit mieux. Parce que souvent, le stress, ça nous fait gratter, palpitations, et on oublie la réponse qu'on connaissait. On a parlé tout à l'heure de nature en ville. Je me souviens d'autres plateaux Biomime Expo où on avait parlé de sylvothérapie, de bains de forêt. On connaît des études américaines qui montrent que dans certaines villes, revégétaliser, le taux de criminalité a baissé. Est-ce que les plantes qui nous entourent, et notamment dans des écosystèmes urbains assez denses, peuvent aussi, au-delà des bénéfices écosystémiques, de séquestration de CO2, etc., communiquer avec nous et émettre un certain nombre de substances qui vont interagir avec nous? Avec nous, je ne suis pas connaissant des descriptions de plantes qui sécrètent après des molécules dans ces domaines qui ont un impact sur l'homme. Mais par exemple, là aussi c'est un exemple, je pense, très intéressant de la sémiochimie. Si vous pensez au trouphier, vous devez par exemple dresser un chien pour le chercher, parce que c'est de l'apprentissage qu'il fait sur ça. Les cochons, les porcs, ils n'ont pas ça, parce qu'une des composants de trouphier, c'est des phéromones sexuels de la truie et du verra. Et du coup, et c'est pour ça que si on utilise des cochons pour chercher des truffes, il faut faire attention, parce qu'après, ils les mangent. Mais ce que je veux dire, c'est que, et c'est ça l'intérêt de la sémiochimie, parce que ça ne fonctionne pas avec un apprentissage. Ce n'est pas comme des odeurs, les molécules, les sémiochimiques, et c'est ça là, un peu une clé à comprendre. Les sémiochimiques activent de parties des circuits nerveux qui font partie du système limbique, donc le système plus ancestral, qui est lié à nos émotions, la joie, la peur. Il y a des familles de sémiochimiques d'alarme, par exemple. Les animaux qui vont à l'abattoir, chez les porcs, qui est très étudié, dans le sang, dans l'urine, ils sécrètent des phéromones d'alarme qui sont détectés pour les animaux qui arrivent. Pour cela, c'est très important, les thématiques du bien-être animal aussi pour les animaux qui seront pour la consommation humaine. Parce qu'il y a des raisons éthiques, des raisons de respect de l'animal, même en fin de vie. De bien-être animal, oui. Voilà. Mais aussi de santé humaine. Parce que quand un produit d'origine animale est meilleur, parce que l'animal n'a pas vécu un stress pendant son cycle, après on peut être contre, en faveur de l'élevage, mais ça c'est un autre discours. Mais si on la soigne méthode, exactement, on peut avoir aussi un produit meilleur à la fin. Donc, respecter et écouter et utiliser le biomimétisme dans beaucoup de contextes de notre société, ça devient une clé pour respecter les organismes, les micro-organismes, les mammifères, donc, mais aussi l'homme quand on parle des interactions. Donc, et là, du coup, pour les plantes qui sécrètent, bon, dans ce cas-là, c'était pas en plante, mais dans le sens strict, mais les truffes ont cette phéromone. Par contre, par exemple, les chiens reconnaissent des odeurs, donc il faut les entraîner pour chercher des truffes. Bon, c'est un des exemples sympas, je pense, du monde de la communication chimique. Non, mais c'est très intéressant. Jean-Marc Linares, je vous voyais acquiescer. C'est parallèle ou c'est un peu éloigné de vos domaines de recherche et d'activité? Disons que nous, on est plus proche du système industriel. On est plus proche du système industriel puisqu'on est dans un laboratoire qui s'appelle l'ISM, l'Institut des sciences du mouvement à Aix-Marseille, et dans une équipe de conception bio-inspirée. C'est-à-dire on va s'inspirer de la biologie pour trouver des solutions pour la mécanique, puisque je suis dans mon équipe, en fait, on est des mécaniciens. Donc des fois, je peux avoir utilisé des mots qui ont peut-être vous auraient choqué en tant que chimiste. Mais bon, voilà. Alors, pour nous, en fait, tout ça, ça a débuté par en fait, un constat. En fait, pour nous, la nature, en fait, c'est une base de données qui est disponible, mais toutes les solutions qu'a mis en place la nature, en fait, c'est des solutions optimisées. Parce que la nature, en fait, elle travaille à ressources limitées. Par exemple, un éléphant, il va être obligé de manger tant de kilos de foin par jour, mais il ne peut pas en manger plus parce qu'il n'y a pas la ressource. Donc, toutes les solutions qu'a créées la nature, quelque part, à l'intérieur, il y a une optimisation qui a été faite au cours du temps. Alors, par exemple, pour nous, ça a été, on a commencé par les eaux. Pour regarder comment les eaux, les liaisons biologiques, et tout ça, ça a été débuté par un partenariat avec Airbus Hélicoptère, en fait, où on a eu une chaire
pendant 5 ans, de 2015 à 2020, en fait, on a eu... Alors, ça a été de la recherche fondamentale. On n'était pas là pour leur trouver des solutions. Mais pour démarrer, donc ça, c'est un geste qu'a fait l'industrie pour la recherche, parce que ça a été une symbiose entre l'université et l'industriel. Et à partir de là, on a commencé à travailler. Donc déjà, on est monté au musée d'histoire naturelle à Paris et on a scanné avec un système optique les os d'éléphants, ceux qu'avait récupéré Linné dans les années 1800 quand il est allé les chercher en Afrique, ainsi de suite. Et à troisième réserve mondiale de spécimens, hein, le Muséum national d'histoire naturelle. Et si un jour vous y allez, c'est impressionnant parce que vous voyez la grande esplanade, mais dessous, il y a 5 ou 6 niveaux où c'est rempli, en fait, c'est que des espèces, que des squelettes, que des os, une base de données immense. Donc, on a eu accès par les accords que l'on a qu'on peut avoir avec le musée d'histoire naturelle pour aller étudier les pièces anatomiques. Y compris, pardon, avec des paléontologues, enfin, y compris des os... Au début, c'est pas fait comme ça. On avait relation avec Annick Bourachid, qui est la responsable du labo Mécadeuve. Voilà. Donc, au début, on a commencé à discuter avec elle sur ces sujets-là. On a eu une publication en commun aussi, puisque c'est l'objectif, hein, lorsqu'on travaille en partenariat. À partir de là, on a étudié que les géométries. Donc déjà, si on regarde une articulation, vous avez tous regardé, par exemple, l'articulation par exemple, de la patte du poulet. Quand vous la désossez, vous voyez, c'est pas des cylindres, c'est pas des plans. C'est des surfaces qui sont plutôt du second degré, des paraboles. Et en fait, dans une publication en 2018, BMW, oui, c'est un constructeur allemand qui s'y intéresse aussi, ils ont montré qu'en fait, l'usure d'un pivot, alors un pivot, c'est un axe avec un alésage, et ça tourne dans l'alésage, et l'usure qui est résultante lorsqu'on a un effort qui est désaxé, hein, où vous tirez plus d'un côté que de l'autre sur l'arbre, en fait, ça fait une forme en parabole. Donc la nature, elle a optimisé parce que ces liaisons, elles sont déjà paraboliques. Elles sont déjà en forme de parabole. Donc, au début, on a commencé à regarder la géométrie, la forme. Donc ça, c'est ce que moi j'appelle le premier niveau. Hein, on a observé, on a copié, et après on a optimisé, mais dans le monde de la mécanique. C'est-à-dire on a optimisé les paramètres des paraboles que l'on mettait, et on a fait diminuer la pression de contact, mais on a gardé la topologie, mais on a optimisé la géométrie. Maintenant, lorsque la chaire a été finie, ça nous a permis... On est captivé parce qu'on ne regardera plus jamais une aile de poulet de la même manière. Non, mais il faut regarder la beauté des surfaces. Par exemple, une patte de girafe, c'est magnifique. Les os, ils ont des géométries, c'est magnifique. Si un jour vous avez la chance d'aller au musée d'histoire naturelle, ne regardez pas l'ensemble, regardez pas la structure. En fait, tout est dans le détail. En fait, il faut aller chercher dans le détail comment la nature en fait a répondu par exemple au passage d'effort. Le passage d'effort, c'est une pression, c'est une force divisée par une surface. Donc pour passer des efforts importants, en fait, il faut une surface de contact importante. Si vous mettez un cylindre dans un cylindre, vous l'inclinez, vous avez un contact ponctuel, donc une pression qui tendrait vers l'infini, en théorie. Ça ne se fait pas comme ça. Bon. Et par contre, la nature, elle, avec ses surfaces de degré 2, va répartir la pression, donc va augmenter la durabilité. Et ça, c'était une demande d'Airbus, de réflexion, parce que sur les hélicoptères, lorsque vous transmettez, c'est des milliers de watts, hein, c'est même des kilowatts, des milliers de kilowatts qui passent dans le système, dans la boîte de la turbine, par la boîte de transmission de puissance jusqu'au rotor. C'est des pressions très élevées dans les liaisons. Donc pour ça, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on faisait dans l'ancien système, hein, dans l'ancien système, je veux dire qu'on est en train de révolutionner, mais j'espère qu'on le révolutionnera, parce qu'on faisait des cylindres et on venait durcir les surfaces pour qu'elles résistent mieux à la pression. Mais ça a des coûts élevés, c'est polluant hein, au niveau des traitements de surface. Bon, vous voyez qu'au niveau d'une industrie mécanique, vous voyez l'industrie mécanique, vous voyez les Zola. Bon, on n'est plus Zola aujourd'hui, mais ça a toujours cette image-là. Mais donc on traite ces surfaces pour augmenter mais même avec ça, on n'a pas des durées de vie suffisantes. Donc Airbus a retiré quand même de la connaissance et a déposé des brevets sur là, l'enjeu, c'est la capacité à manufacturer ça ?
Après, oui, alors, l'objectif, c'est de ne pas rester dans notre monde d'enseignants-chercheurs, c'est-à-dire dans de la théorie. Aujourd'hui, vous savez que les universités, avant, elles étaient axées sur la recherche et l'enseignement. Maintenant, elles ont une troisième mission qui est l'innovation. Donc maintenant, on demande de descendre un petit peu plus bas, c'est-à-dire de la recherche fondamentale, mais de déboucher aussi sur de la recherche appliquée. Ce qu'on ne nous demandait pas il y a 10 ans, c'était pas trop ça, on restait très, très théorique. D'où l'importance de développer des partenariats, Tout de la à fait. pluridisciplinarité aussi. Voilà, alors, et la pluridisciplinarité, alors ça, c'est l'autre côté, c'est pareil, au niveau des financements, hein, vous avez parlé de vos financements, mais pour nous, c'est pareil, nos financements, donc la chaire Airbus a investi des moyens, mais il n'y a pas que ça, on a aussi des thèses chiffres qui sont via la NRT, et c'est là où on travaille avec l'industriel en partenariat, une partie, 50% chez nous, où on va développer les solutions plutôt amont, et après l'industriel va faire l'application, puisque nous, ce n'est pas notre domaine. Et après, vous avez aussi ce qu'on appelle les appels d'offres ANR, donc les bourses ANR, qui sont très difficiles, hein, c'est très concurrentiel, hein, c'est 8000 dossiers, 300 dossiers retenus à la louche, hein. Donc vous voyez, c'est très concurrentiel, et c'est là où le partenariat, l'approche interdisciplinaire de la bio-inspiration est fondamentale. Parce qu'on ne peut pas, en tant que mécanicien, en même temps manager la biologie, manager les matériaux, manager la géométrie, on ne peut pas tout faire. Donc en fait, c'est une approche interdisciplinaire. Formidable, on reviendra vers vous, je Oui, laisse merci. Alessandro réagir, mais on reviendra vers vous, vous nous parlerez un petit peu de nous aussi et de nos os à nous. Alessandro, je vous laisse réagir, et puis ensuite Claire Le Sueur, je veux bien que vous nous expliquiez justement l'intérêt de toutes ces interactions. Moi, c'était juste pour rebondir sur le dernier message, que je pense que c'est crucial et c'est le plus important, mais je pense dans la recherche en général. Hein. Après, c'est appliqué au biomimétisme, aujourd'hui on parle de ça, mais en général, la multidisciplinarité, les équipes composées par différentes personnes. Par exemple, dans notre équipe, il y a des statisticiens, des biologistes, des vétérinaires, des biochimistes, des chimistes. Donc, et c'est vrai que grâce à ça, on peut arriver dans la recherche à créer des choses, à avoir des résultats de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Et je pense aussi que ça va beaucoup avec le thème du biomimétisme, parce que c'est grâce aux yeux de tout le monde qu'on regarde mieux les choses. Oui, si je regarde qu'avec mon œil de vétérinaire, je passe à côté tout l'aspect chimique, je l'ai appris à l'IRCEA. Une curiosité plurielle, une approche créative, hybride. C'est très important pour créer les équipes. Il faut insister, soit je pense dans le public, soit dans le privé, sur cette approche multidisciplinaire. Bon nombre d'innovations bio-inspirées sont le résultat d'une espèce de conjonction entre un biologiste, un entomologiste, un ingénieur qui a un problème à résoudre, un urbaniste, un architecte, etc. Juste, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Allez-y, vous êtes là pour ça. Si je vous dis qui a craqué le code Enigma, c'est qui? C'est Turing, Alan Turing. C'était quelqu'un qui venait plutôt de l'ingénierie. Mais il a fait une deuxième publication qui est en fait sur la morphogénèse. En fait, il a expliqué, bon, je pense que vous pouvez compléter ce que je viens de dire là, puisque c'est plutôt dans votre domaine, mais c'est quelqu'un qui venait de l'ingénierie, mais qui a regardé l'approche chimique, comment les particules, les bactéries, vous m'expliquerez, c'est pas mon domaine, excusez-moi, j'ai mal le traiter, mais comment ça se différencie pour faire la morphogénèse des eaux, la morphogénèse du système vivant. Donc ça, vous voyez, c'est bien un mécanicien, mais enfin, un physicien, on va dire, mais qui a touché, il a craqué le code Enigma, donc il a fait des maths, il a fait du système, l'instabilité des systèmes, mais aussi il a apporté l'instabilité du système dans le monde de la biologie pour essayer d'expliquer la morphogénèse. On reviendra vers vous tout à l'heure sur l'interdisciplinarité chez Mycophyto, parce que je pense qu'elle est assez essentielle aussi. Claire Le Sueur, qu'est-ce que c'est que ces histoires d'interaction et de diversité à l'intérieur de cet infiniment petit, parce qu'il n'y a pas que la diversité qu'on peut voir avec nos yeux, il y a aussi beaucoup de diversité. On a l'habitude, pour blaguer un peu, de dire que dans biodiversité, ce qui est important, c'est diversité, c'est un facteur de résilience, et y compris à un niveau extrêmement fin d'observation. Ok, donc effectivement... Vous voulez qu'on montre quelques diapos? Oui, éventuellement, parce que comme tu as ouvert là-dessus, on y va. Ça sera plus facile. Par contre, je peux pousser ça, parce que
Et du coup, comment ça marche? Là, pour avancer. Ok. Merci. Ok, donc effectivement, dans le mot de biodiversité, il y a biologie et diversité. Et ce qu'on connaît en général, ce dont on parle, c'est le fait qu'on ait une grande diversité d'espèces. Donc ici, illustré par une photo. Et puis, ce qu'on sait sur le lien entre la biodiversité et la durabilité du vivant, c'est le fait que si on a un nombre suffisant d'individus dans une espèce, eh bien ça ça contribue à sa durabilité, c'est-à-dire sa survie dans le temps. Maintenant, le problème, c'est que si on a juste un nombre d'individus important, eh bien, ça ne suffira pas à faire durer cette espèce, parce que durer dans le temps, ça veut dire faire face à des perturbations. Donc, par exemple, des changements dans l'environnement, comme on en voit maintenant de façon extraordinaire. C'est aussi faire face à des modifications génétiques, c'est-à-dire qu'il y a des mutations dans les gènes qui vont faire que intérieurement, tout va changer. Et puis on a aussi, comme vous l'avez dit, on doit faire face à des pathogènes, des virus, des bactéries qui nous attaquent, et aussi des nouveaux arrivants qui vont envahir un écosystème. Et donc, il va falloir que les espèces endémiques résistent à cet envahissement. Et donc, on imagine que si on a beaucoup d'individus dans une espèce, mais que tous ces individus sont identiques, eh bien, évidemment, si l'individu ne résiste pas à la perturbation, toute la communauté meurt. Donc, la diversité ne peut pas être que en termes d'interespèces. À l'intérieur d'une espèce, on doit avoir de la diversité. Donc, on a ici sur l'image la diversité de sous-espèces. On a plein, par exemple, de poissons différents, donc qui vont être amenés à résister différemment aux perturbations extérieures. On a aussi des formes différentes, comme la queue des poissons n'est jamais la même. Et puis, on a des diversités en termes de fonction. Donc ici, illustré par la main, c'est une forme unique, mais cette forme est tellement bien conçue qu'elle a une capacité fonctionnelle très, très diverse, ce qui nous permet de résister dans le temps. Et comme tu l'as dit, Alain, effectivement, la diversité ne s'arrête pas au monde du macroscopique. En réalité, elle se développe à toutes les échelles d'espace. Donc ici, on voit le macroscopique, du kilomètre pour les écosystèmes au mètre, et ensuite, on va descendre à l'échelle des centimètres, et puis beaucoup plus petit, comme tu l'as dit, Mathilde, dans le micromètre, donc 10 puissance moins 6 mètres. Et vous allez voir, encore plus bas, on va descendre à l'échelle des blocs élémentaires qui constituent le vivant, donc en gros ADN et protéines. Alors, pour illustrer ces propos, j'ai utilisé la stromatolite, puisque c'est l'organisme vivant le plus vieux du monde. Là, on est au-dessus de 3 milliards d'années, comme on le voit dans la première image de la fresque. Voilà. Et donc, en fait, on voit ici plusieurs images de stromatolites qui sont donc diversifiées en termes d'espèces. Et si on regarde comment s'est construit une stromatolite, on va voir sur l'image de gauche qu'en fait, la stromatolite a une partie supérieure constituée du vivant. Et si on focalise là-dessus et qu'on regarde avec un microscope, on va voir qu'en fait, les parties vivantes de la stromatolite sont composées de plusieurs types bactériens, qui sont illustrés ici par des couleurs différentes. Donc en fait, on a une communauté de bactéries de types différents. Comme elles sont localisées dans des endroits différents, qu'elles sont des types différents et qu'elles ont des fonctions différentes pour faire vivre la stromatolite, eh bien tout ça fait que s'il y a une attaque ou un changement dans l'environnement, chaque bactérie de type différent va réagir différemment et la survie de l'espèce va être démultipliée parce qu'il y aura un type qui va résister mieux que l'autre ou localement, spatialement, la perturbation va être sentie différemment et donc on aura une survie beaucoup plus longue. Maintenant, si on regarde à l'intérieur d'une colonie d'un type unique, eh bien, on va se rendre compte, si on regarde en microscopie électronique, donc on descend en taille, on va se rendre compte qu'en réalité, même si on est à l'intérieur d'un type, chaque bactérie est unique. Et génétiquement, tout le monde est différent. Les gènes ont beaucoup de similarités, mais on s'est rendu compte depuis pas mal de temps maintenant qu'en réalité, on est tous uniques. Ce qui va faire de nouveau que tout un chacun va avoir une réactivité différente à une perturbation. Et maintenant, si on regarde encore plus bas dans la taille, on va regarder les protéines qui sont les objets du vivant qui contribuent à l'activité biologique. Toutes les fonctions biologiques sont dues à des protéines. Donc ici, j'ai 3 exemples qui en fait ont la même fonction, qui sert à la survie de la stromatolite. Et on voit bien par ces images, donc c'est symbolique, chaque
couleur représente une partie de la protéine et il y a 3 protéines différentes qui vont faire la même fonction. Ce qui fait que si une est perturbée, par exemple, par une mutation génétique, eh bien, les autres vont survivre. Elles ne seront pas affectées. Et pour descendre encore plus bas, eh bien, en fait, si on regarde comment sont conçues les protéines, donc à l'échelle des atomes, ici, j'ai représenté 4 acides aminés, il y en a 20, et en fait, cette grande diversité de blocs élémentaires va, en suivant des combinatoires, s'organiser différemment, ce qui fait que là aussi, à l'échelle de l'angstrom, donc 10 puissance moins 10 mètres, eh bien, on a une grande diversité qui va permettre la résistance aux perturbations. Et donc, pour finir, ça, je vais un peu skip parce que c'est un peu compliqué. Mais disons que pour finir, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument maintenir la biodiversité parce qu'à partir du moment où on la diminue trop, si toutes les espèces, par exemple, sont sélectionnées parce qu'elles sont ultra performantes, eh ben, elles vont aussi devenir beaucoup plus fragiles parce qu'il n'y aura plus de diversité. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Le message était limpide et il nous semblait important de le rappeler. De rappeler quelque chose qui semble évident quand vous le dites et qui pourtant est trop souvent sorti de notre quotidien. La diversité est un facteur essentiel de résilience à tous les étages, dans nos interactions au niveau du vivant, mais dans nos interactions entre nous et le vivant, et y compris au sein des communautés humaines. C'est pas que quelque chose pour faire chic sur le tableau des RH. La diversité, y compris dans les organismes, pour être créatif, pour être résilient, pour être en capacité à s'adapter, elle est essentielle. Et d'ailleurs, je reviens vers vous côté mycophyto, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'environ 300 champignons mycorhiziens. Donc là aussi, il y a de la diversité. Il n'y a pas un champignon mycorhizien champion du monde qu'on pourrait diffuser partout et qui ferait le job pour tout le monde. Ça dépend de là où il se trouve, de son environnement et des interactions. Alors oui, mais merci Claire pour cet exposé parce que la diversité est la clé. À l'heure actuelle, il faut savoir que des solutions de mycorhization existent déjà sur le marché. Vous pouvez aller chez PrimerTech, acheter 1 kilo de mycorhize que vous pouvez épandre dans votre jardin. Cette solution, dedans, il y aura une espèce de champignon. Toujours la même, sélectionnée parce qu'elle se multiplie très très bien, mais elle n'est absolument pas spécifique des conditions pédoclimatiques de la région, de la plante sur laquelle elle va être appliquée, et on va même plus perturber la biodiversité du sol en le mettant en masse à un endroit plutôt que de réintroduire la biodiversité. Donc le concept de mycophyto repose sur le fait qu'il faut réenrichir cette biodiversité, et nous, ce qu'on fait chez nos clients, c'est qu'on va chez eux, on leur montre leur biodiversité, on la multiplie, donc Mycophyto a un brevet, a déposé un brevet parce qu'on est capable de multiplier en fait l'ensemble de ces champignons mycorhiziens et on les réintroduit sur le terrain. Quelle échelle de temps à peu près ça prend? Alors il faut minimum 2 mois pour reproduire les champignons mycorhiziens qu'on a dans le sol. Forcément, 2 mois, c'est pas rien à l'échelle d'une culture, donc c'est quelque chose qui s'anticipe aussi, mais c'est sûr que par rapport à une solution avec une seule souche qu'on peut aller acheter facilement sur Internet, le délai n'est pas le même. Mais il faut avoir conscience que voilà, il y a qu'un seul champignon qui, la plupart du temps, va rien faire sur la culture. Ça, c'est un message que vous avez du mal à faire passer ou pas? Parce que ça paraît de plus en plus comme une évidence, le fait qu'il faut être adapté à son environnement local, à la végétation locale, etc. Ou la solution clé en main continue à avoir beaucoup d'adeptes. La solution clé en main, dans un monde où tout va très très vite, forcément, il y a des adeptes. Donc là encore, on passe par une étape vraiment d'information et de formation. Et bien sûr, on a conscience qu'il faut que les choses aient une échelle de temps acceptable pour que nos clients puissent acheter nos solutions. C'est pour ça que cette étape où on va faire un audit de sol, identifier les espèces, les multiplier. Là, entre l'audit et la production, on est sur une échelle de temps de 6 mois. On a conscience que c'est très long et c'est pour ça qu'on est soutenu dans notre innovation par BPI dans le cadre du iLab et du Innov pour mettre en place un algorithme de prédiction pour demain, un client qui arrive et nous dit, voilà, moi je veux produire de la rose à tel endroit, quel est le mix de champignons optimum que je dois utiliser, parce qu'on sait que les champignons se développent différemment en fonction de la physique des sols, de la chimie des sols, de la météo. Et donc, je reviens sur ce qui a été dit précédemment, l'innovation est forcément pluridisciplinaire. En ce qui me concerne, je suis biologiste de formation, faire un algorithme de prédiction, j'en suis vraiment incapable. Et notre programme d'innovation,
il y a des chimistes, donc on travaille avec l'Université de Nice, avec le labo de chimie de Nice. Il y a des mathématiciens et des informaticiens de l'INRIA, il y a des biologistes de INRAE. Donc, et c'est bien sûr cette multidisciplinarité qui va faire que le programme va aboutir et être concluant. Ça, c'est vraiment la clé. J'imagine que c'est aussi quelque chose qui est assez familier chez vous, Jean-Marc Linares ou Alessandro Cozzi. Vous allez en parler, mais j'en profite pour poser une autre question en même temps sur la diversité osseuse, parce que selon les usages, les besoins... Ça va revenir à ce que vient de dire Claire, en fait. L'effet multi-échelle est fondamental. Et après, la difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est d'arriver à reproduire avec nos moyens de production, de reproduire cette stratégie multi-échelle. Alors, juste un exemple. Lorsque vous avez une fissure sur une pièce, c'est lorsque votre pièce est soumise à de la fatigue, c'est-à-dire un effort alterné. Donc, quelque part, ça va fissurer. Vous allez avoir une fissure. Hein, vous voyez visuellement une fissure. Et pour l'arrêter, il suffit de faire un trou en bout de fissure. Parce qu'en fait, vous augmentez le rayon de courbure, donc vous réduisez les contraintes. Mais la nature, par cet effet multi-échelle, en fait, elle a prévu cela. C'est-à-dire que dans les eaux, dans certains matériaux, en fait, elle a prévu dans sa géométrie, dans cette géométrie multi-échelle, de faire arriver la fissure dans un trou, en fait, dans une alvéole. Donc, c'est-à-dire que la nature, déjà, c'est toute cette optimisation qui a eu lieu durant tout le règne animal, hein, et les millions d'années. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Voilà, il fallait y penser, hein, faire tomber une fissure dans un trou, il fallait y penser quand même. Les mots stress viennent du matériau. Le stress du matériau qui, justement, donc s'adapter et pour faire face à des pressions, des tensions. Donc, c'est vrai qu'après, tout est lié. Et ça rejoint un des mots fondamentaux. Il y a frugalité, pour moi, frugalité et résilience. Oui, alors justement, la frugalité, y compris dans la production que crée la nature. Oui. Nous sommes... vous vouliez aussi intervenir en tant que citoyen dans un monde fini, aux ressources finies. Oui. Il nous reste, mais il nous reste 12 ou 13 minutes. On a quand même un peu de temps pour en parler. Mais cette idée que dans son process industriel à elle, si on parle de la nature comme une grande factory qui produit un certain nombre de choses considérables, elle optimise aussi sa consommation énergétique et sa consommation de matière dans la fabrication des matériaux du vivant. C'est à énergie limitée, donc quelque part elle ne peut pas, comme nous, si on veut faire un hélicoptère, en fait, le coût ou un objet, hein, on va être le coût, mais le coût est secondaire en fait, puisqu'on veut, là c'est la fonction que l'on veut. Par contre, la nature, elle a toujours travaillé à ressources limitées. Donc, elle a mis en place des stratégies multi-échelles, ces fameuses stratégies qu'a bien expliqué Claire tout à l'heure, pour venir en fait faire des matériaux qui sont plus performants que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Alors, je peux vous montrer un exemple. Donc, on a pris la loi de Wolff. Wolff, c'était fin du 19e siècle, a mis en relation la structure des eaux et le stress, c'est-à-dire les contraintes qu'il y a à l'intérieur des eaux. Donc il a fait la relation. En utilisant cette voie de Wolff, plus d'autres travaux, hein, Covin, ainsi de suite, en fait, on est arrivé à faire une loi bio-inspirée qui permet en fait de venir répartir des pores, hein, c'est des ellipsoïdes en fait, dans la matière, un peu comme dans l'os, et on arrive à alléger une pièce, mais en lui gardant des propriétés mécaniques très satisfaisant. Donc, à l'heure actuelle, l'homme a développé ce qu'on appelle l'optimisation topologique. L'optimisation topologique, on prend un modeleur géométrique, on fait une géométrie, on charge, on met des conditions limites, on calcule le stress en tout point de la structure et on enlève la matière où il n'y a pas de stress. Donc ça s'appelle l'optimisation topologique. Donc on a appliqué sur une pièce l'optimisation topologique, on a appliqué l'algorithme bio-inspiré issu des mammifères, hein, puisque c'est des quadrupèdes, hein, principalement, parce qu'on a beaucoup travaillé sur les quadrupèdes. Et les deux pièces avaient la même masse, hein, masse égale. Et on arrive à voir, on a 30% de plus de performance dans la solution bio-inspirée. Et surtout, la différence, ça se fait au niveau de la résilience. Lorsque l'on optimise quelque chose, on l'optimise pour une condition donnée. Si on fait fluctuer la condition, le système s'écroule. Alors que
solution bio-inspirée, ça se répartit. Avec un déterminant très important aujourd'hui, et notamment pour les années qui viennent, c'est la capacité à développer de l'additive printing, Voilà. de la fabrication additionnelle, parce que le vivant, c'est que ça. C'est comme ça. C'est pas nous qui l'avons inventé. Alors, Une tige de pâquerette, c'est de l'additive printing. tout à fait. Donc, effectivement, pour nous, la fabrication additive a été un facteur clé, puisque ça nous a permis de faire des géométries qu'on pouvait faire en laboratoire à des coûts astronomiques il y a plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, par exemple, nous, dans notre équipe, on est équipé d'une fabrication additive métal-céramique et polymère, dont on en a une autre qui fait des polymères. Et avec ça, on arrive en fait à faire des pièces qui pourraient avoir des utilisations dans des mécanismes industriels. Donc voilà. Et après, juste dernière chose, donc là on était, excusez-moi parce que c'est très important pour moi, on avait regardé les relations entre la géométrie et les contraintes, et maintenant on est passé à ce que je vous disais tout à l'heure en utilisant Turing, c'est d'essayer d'utiliser la morphogénèse. C'est de se dire aujourd'hui, quand je conçois quelque chose, c'est moi qui crée la géométrie sur un modeleur, c'est l'homme qui va choisir la surface, qui va choisir le degré de la surface, ainsi de suite. Alors que ce qu'on souhaiterait, c'est d'avoir en fait les spécifications d'un système et de le faire concevoir en fait à la morphogénèse. Donc ça, on a eu une ANR l'année dernière, c'est une ANR jeune chercheur, c'est l'un de mes enseignants-chercheurs collaborateurs, c'est Santiago Arroyave-Toubon qui a eu cette ANR et qui, à terme, ça serait de dire voilà le squelette que je souhaiterais faire sur ma pièce et c'est la morphogénèse qui va mettre la matière à quel endroit et comme il faut. Donc voilà un peu où c'est qu'on en est au niveau pour nous au niveau de la mécanique. Absolument, et probablement des champs d'innovation sur les 10 ou 20 ans qui viennent. Oui, Claire Le Sueur. Je voulais rebondir parce que en fait, moi je travaille sur les protéines qui est donc, comme c'est un objet fonctionnel, il doit avoir une forme qui répond à la fonction. Et aussi, ce sont des objets dynamiques, c'est-à-dire qu'ils vont, pour répondre à une fonction, ils vont bouger dans l'espace. Et en fait, pour essayer de comprendre pourquoi les protéines sont résilientes, elles existent depuis plus de 3 milliards d'années aussi, avec les mêmes objets. Et en plus, il y a 4 atomes qui les constituent, en gros. Donc, il faut imaginer toutes les fonctions faites à partir de 4 atomes. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré l'espace occupé par les atomes et l'espace vide autour des atomes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une distribution très stratégique de l'espace vide pour pouvoir garantir la résilience et pour pouvoir superviser les mouvements. Donc, on se retrouve complètement dans ce que tu dis, ouais. Et en allant même jusqu'à modéliser des écosystèmes urbains pour, allez, on va dire ça simplement comme ça, garder de la place là où elle est nécessaire pour justement maintenir une fluidité plus qu'acceptable, vitale. En l'occurrence, elle est vitale pour la protéine. Elle peut être assez vitale aussi dans des écosystèmes urbains un peu saturés. Tu nous feras le plaisir de venir en reparler sur les autres éditions Bionime Expo. Et je pense que ici, côté architecture ou urbanisme, ça les intéresse. Mais sur les optimisations topologiques et les optimisations d'usage de matière pour construire des piliers porteurs ou des choses comme ça, c'est extrêmement intéressant. Et là, l'effet d'échelle en matière d'économie de matière et d'énergie, il est assez colossal. Il nous reste 3-4 minutes pour conclure. Peut-être Alessandro Cozzi nous parler d'un ou deux projets qui sont en train de naître à l'IRCEA et qui vous tiennent à cœur. Peut-être un projet intéressant qui ça reprend aussi le monde de protéines et ça reprend un peu la thématique du biomimétisme. Par exemple, nous, on travaille beaucoup sur la FeLD1, qui c'est une protéine qui est un outil de communication chimique pour le chat. Il y a des travaux qui montrent que c'est lié à l'état émotionnel du chat, à la production de cette protéine ou à l'état sexuel du chat. Et la chose intéressante, c'est les majeurs allergènes pour l'homme au chat. Donc, quand on est allergique au chat, on réagit à cette molécule. Et ce qui est intéressant, c'est que et du coup, il y a une association du monde microscopique. Donc, nous, par exemple, des grosses avancées, on les a fait les dernières années avec l'introduction de la bioinformatique dans notre système de travail. On a un chercheur qui travaille à temps plein pour étudier et modéliser des molécules qui après soit sont des phéromones, mais aussi des protéines, par exemple. Et avec l'étude de cette protéine, on a vu que
sa structure prévoit des poches. Dans ces poches, ils sont à un certain moment présents des molécules. Du coup, ça fonctionne de transport et protection pour certaines molécules phéromonales qui font objet de la communication chimique pour les chats. Et après, c'est très étudié, comme je disais, parce que c'est un allergène pour l'homme. Et en étudiant donc l'ensemble du monde, dans ces cas-là, on étudie le comportement des chats et sa communication, le monde des protéines, l'implication qu'il y a sur la santé humaine, cette présence de ces molécules. Mais on peut essayer de comprendre le système et du coup faire des avancées avec cet œil qui regarde à 360 degrés. Et ça, c'est un projet, par exemple, qui est parti d'une thèse doctorale qu'on a fait chez nous, en coopération avec l'Université de Marseille. Et après, cette chercheuse a développé des études. Aujourd'hui, elle travaille à l'IRCA depuis des années. Et on a pu continuer avec les autres personnes de l'équipe sur ces thématiques qui de plus en plus intègrent une vision globale. Dans les partenariats industriels et économiques de l'IRCA, les grands domaines d'application, quels sont-ils? Alors, je dirais pour tout ce qui est les sémiochimiques liés au bien-être animal, comportement animal, c'est l'animal de compagnie et les animaux de production. On a aussi des contacts, des partenaires pour ce qui est plus le monde de l'invertébré. Mais je dirais que même pour les besoins de la société, aujourd'hui, les inventions qui sont devenues des produits qui sont commercialisés aujourd'hui, c'est avec des partenaires qui travaillent dans le monde du comportement animal, du bien-être animal, justement pour essayer d'améliorer les conditions de vie de nos animaux dans des contextes de maison, de foyer ou d'élevage. Et après, on a beaucoup d'autres produits qui touchent aussi d'autres domaines, comme on a des projets actuels sur des bactéries, par exemple, et j'espère qu'on pourra avoir des brevets intéressants et des produits dans le futur. Est-ce qu'aujourd'hui ou demain, il y a des applications ou des champs d'études aujourd'hui à l'IRCA sur les humains, sur l'analyse des comportements des humains, où vous êtes vraiment focalisé sur... Ce que je disais avant, la phéromone présente humaine est à l'étude chez nous et aussi dans des équipes universitaires dans d'autres pays ou en France. Et aussi, il y a des industriels qui sont intéressés. Et après, nous, on a notre approche, ça n'a pas à voir avec la communication chimique, mais on a étudié récemment aussi la grosse problématique mondiale du Covid, parce que c'est un peu la même approche. On est parti des familles de molécules qui viennent du monde des champignons, et on a sélectionné, là on est arrivé en partie d'une centaine de molécules, on est arrivé à avoir 3 molécules qui semblent montrer des effets antiviraux. Et là, on est dans des phases de tests. On a fait des tests in silico, donc avec la bioinformatique qui nous a permis de mettre en évidence des structures moléculaires. On a testé in vitro sur des cultures cellulaires les effets de faire chuter en gros la réplication du virus. Donc, ce n'est pas le mécanisme d'un vaccin, c'est plutôt un mécanisme d'un traitement. Et maintenant, on est dans des phases de tests précliniques pour voir la toxicité de certaines de ces molécules, pour voir un peu en gros comment on pourrait finalement les utiliser. Et là, ce n'est pas beaucoup de notre domaine, ça on en a parlé aussi sur nos réseaux, nos sites, à la presse quand on a été interviewé. Ça ne vient pas de notre domaine de la communication chimique dans le monde animal, mais c'est un peu le concept lié au biomimétisme. Quand on revient toujours à la même chose, on regarde, on observe, après on peut aller chercher des domaines différents aussi et développer. Parce que c'est un peu la même approche. Dans ces cas-là, on est parti de certaines familles de molécules qui pourraient avoir des effets, parce qu'ils sont tous des organismes, les virus, les bactéries, et ils ont leur vie. Et voilà, donc, si on les connaît, peut-être on peut les rediriger. Il y a un animal qui vous captive particulièrement ? Vous avez beaucoup parlé du chat. Moi, j'adore les suricata. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont les chiens de la prairie. Comme les chiens c'est mon animal préféré. Mais bon, c'est parce que c'est mon animal préféré pour des raisons éthologiques. Parce que c'est un animal qui a un comportement social très développé. Et je trouve, moi, je suis devenu, je fais ma carrière dans la recherche parce que j'étais très intéressé à étudier la communication entre les animaux et comment ils arrivaient à s'adapter
à des milieux. Et je pense que les comportements sociaux, c'est quelque chose qui, quand exprimé d'une certaine façon, ça peut aider les populations à survivre et à s'adapter à des situations. Et on se défend les uns les autres. Donc, c'est un peu ça. Vous avez observé des changements de comportement du fait du réchauffement climatique ou de raréfaction de biodiversité. Enfin, les comportements aussi changent chez les animaux? Alors, quand il y a des changements climatiques, c'est l'impact qu'il peut avoir aussi sur l'homme. Donc, au niveau de stress, nous, on a sur nos sites, on a aussi une clinique vétérinaire qui étudie en particulier des problématiques liées au comportement des animaux et au bien-être des animaux. Et par exemple, on voit arriver en consultation parfois des animaux qui n'arrivent pas à s'adapter à certaines conditions. C'est vrai que je pense que ce sera quelque chose que peut-être ça va se développer de plus en plus. Et ce qu'on observe aujourd'hui, ces impacts, je pense, sont plutôt sur les animaux sauvages. Parce qu'effectivement, il y a un changement dans certaines régions de la Terre qui étaient avec des climats particuliers qui sont en train de changer. Aujourd'hui, nos animaux de compagnie, peut-être, on les garde dans notre milieu. Donc, c'est moi. Et je crois aussi que c'est très important, ces impacts sur l'élevage, par contre, parce que je pense que ces changements climatiques, dans certaines régions du monde, par exemple, pourraient avoir un impact sur l'élevage, et ce sont des régions du monde sur lesquelles l'élevage a un impact important pour la nourriture. Donc, je crois que c'est vrai que l'attention aussi au monde animal qui coopère avec l'homme dans certains contextes, c'est intéressant. Et en fonction des changements climatiques qu'on peut avoir, au-delà des distorsions qu'on peut voir de plus en plus, parce que ça touche l'homme et l'animal, je veux dire. Écoutez, merci beaucoup. Nous sommes de toute façon un animal aussi destiné à être en capacité à s'adapter. De toute façon, c'est une condition sine qua non de la vie, mais probablement encore plus importante face aux enjeux climatiques et biodiversité qui sont devant nous. Donc là, on a une obligation de l'adaptation vitesse grand V. Merci beaucoup Mathilde Clément pour Mycophyto. Merci beaucoup Claire Le Sueur pour le CNRS, Alessandro Cozzi pour l'IRCA et Jean-Marc Linares pour l'Université Aix-Marseille CNRS. Merci. Merci beaucoup. On se retrouve à 12h30 pour une émission spéciale qui s'appelle Raconte-moi ton océan. Et vous allez voir, on va plonger très profond en immersion totale. À tout à l'heure.